C'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on est avec Doctolib et on parle d'une double migration, une migration vers Graviton et une migration vers Carpenter. Ne quittez pas, on vous explique tout ça. C'est le podcast AWS en français. C'est parti. C'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, une semaine sur deux avec un ou une invitée pour parler de retour d'expérience, de projets sur AWS, tantôt des migrations, tantôt des projets d'innovation, faire des choses différentes en tout cas. Et puis une semaine sur deux, c'est moi tout seul qui vous récape les dernières nouveautés des 2 dernières semaines. C'est la 8e année du podcast AWS en français, je vous remercie de l'écouter. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles, des petits pouces vers le haut dans vos applications de podcast. On est disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, you name it, comme on dit en bon franglais. Si c'est une bonne application de podcast, il y a une bonne chance que le podcast AWS en français soit dedans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Paquet. Tu es Principal SRE, Site Reliability Engineer, c'est avec le meilleur accent anglais que je puisse faire, chez Doctolib, qui est une marque que les Français et les Françaises connaissent bien, mais 35% de l'audience du podcast AWS, c'est en dehors de France, donc je vais commencer par une question bateau. C'est quoi Doctolib ? Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Qu'est-ce que c'est que Doctolib ? Donc Doctolib, c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Donc c'est comme ça qu'on a commencé pour la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, on a à peu près 80 millions de clients et donc on gère une très grosse partie des rendez-vous en France, en Allemagne et en Italie. Mais ce que voient les patients, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière, on a toute une suite d'outils pour les médecins, pour gérer les cabinets, gérer les dossiers patients et tout. Donc c'est la partie qu'on appelle la partie pro. Un CRM pour les médecins en mode SaaS, si je veux résumer ? Oui, une application médicale, une application médicale complète pour gérer la consultation, le dossier patient, les ordonnances, la carte vitale, tout quoi. Et si vous n'habitez pas en France, vous ne le savez pas, mais Doctolib est incontournable maintenant si on veut prendre un rendez-vous, que ce soit chez le dentiste, chez un généraliste, chez un spécialiste ou même une analyse de sang simplement. C'est le moyen de réserver et de se trouver un slot. Exactement. Alors, quel est votre stack technique ? Il n'est pas secret parce que vous participez beaucoup à des conférences de dev. J'ai vu des gens de Doctolib sur la scène de DevVox, de plusieurs DevFest, vous en parlez beaucoup. Mais le stack technique et l'architecture dans laquelle vous étiez avant migration. Voilà. Donc là, je vais parler de la stack principale, parce qu'on est en train de faire évoluer cette stack pour aller vers quelque chose qui est plus découpé, mais la stack principale de Doctolib, c'est essentiellement un énorme monolithe écrit en Ruby on Rails. Donc c'est un monolithe qui sert à peu près 20 000 requêtes par seconde. Par seconde. Ouais. Donc sur une grosse plateforme de run, et derrière, il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 clusters de bases de données Aurora, et donc qui servent à peu près un demi-million de requêtes par seconde en lecture. J'avais vu un architecte de chez vous, je ne sais plus à quelle conférence c'était, je crois que c'était à Devox il y a quelques années déjà, qui avait dit « The boring architecture », l'architecture ennuyante, parce que c'est un monolithe. C'est pas le truc super sexy, mais ça marche et ça scale pour vous. Exactement. Et c'est un choix intéressant en matière d'architecture aussi, même si tu dis vous êtes en train de réécrire ce monolithe maintenant sur d'autres technologies. Tu as parlé de 1500 pods en front-end, 500 pods qui font des jobs. Ouais. Enfin, c'est quand même une taille relativement énorme. Alors, je pense que oui, c'est pas que notre architecture est la plus grosse du monde, mais par contre, une boîte qui fait un seul déploiement au sens cube du terme avec 1500 pods dedans, oui, ça, je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, les 20 000 requêtes secondes sont servies par juste un seul déploiement de 1500 pods en production. Tout ça, ça tourne donc sur AWS, donc dans EKS et donc majoritairement sur du spot. 80% des machines sont en spot et donc on garde un coussin de sécurité en on-demand pour assurer le trafic, mais quasiment tout tourne en spot. Donc Spot, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des instances non utilisées par les clients AWS, qu'AWS préfère distribuer à un prix discount plutôt que les laisser prendre la poussière sur les étagères d'un data center. Donc vous avez un meilleur prix que on demand, mais on peut les reprendre à n'importe quel moment. Donc ce sont des jobs qui sont interruptibles.
incorruptible, c'est français ça, ouais. Donc à tout moment on peut reprendre l'instance, elle meurt et c'est à vous de recréer un autre, soit on demand si vous avez absolument besoin de capacité, soit sur Spose avec un type d'instance qui est disponible à ce moment-là. Exactement. Donc on a une préemption de 2 minutes, et donc les applicatifs ont 2 minutes pour s'arrêter quand AWS veut. À l'aise, 2 minutes. Non, je blague Euh, toujours là-dessus, mais oui, c'est vrai qu'il y a une notification maintenant, vous recevez une notification, vous avez 2 minutes pour faire un clean-up. Oui, le problème, c'est pas les 2 minutes. Hein. Le problème, c'est quand AWS nous en reprend 200 d'un coup. Oui. C'est plus ça le problème. Les 2 minutes, à la limite, ça se gère. Mais... On pourrait faire tout un épisode, et je crois que j'en ai déjà fait d'ailleurs, pas avec Doctolib, mais sur les stratégies de diversification, avoir différents types d'instances dans différentes availability zones, etc., pour éviter ce genre de choses. Je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes parti sur une migration vers Graviton, donc les processeurs ARM fait maison AWS, et une migration vers Carpenter. On va parler de ces deux sujets. Pourquoi quel était le constat de départ quel est l'événement déclencheur qui vous a incité à faire ces migrations? Alors, donc la première, c'est la migration sur Graviton. Donc la première, parce que c'est celle dans le temps qui s'est passée la première. Donc sur la migration sur Graviton, il y a 2 raisons. La première, bien évidemment, c'est le prix, parce que c'est supposé être moins cher. Donc si on peut réduire de 20% le coût d'infrastructure, on est toujours preneur. Et la deuxième, elle est liée au spot. C'est qu'en fait, AWS nous dit qu'il y a beaucoup plus de supply. Je suis désolé pour le franglais. A beaucoup plus de supply en spot en Graviton qu'en Intel, AMD, en x64 voilà. En général. Ouais. Voilà. Et donc du coup, la probabilité pour que AWS nous reprenne des instances spot, elle est moins haute avec des Gravitons. Enfin, elle est supposée être moins haute, hein, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel là-dessus. C'est assez difficile d'avoir des chiffres, mais elle est supposée être moins haute sur des architectures Graviton que par rapport à des architectures Intel. Donc les 2 raisons qui nous ont fait considérer ça, c'est le prix et le taux, ce qu'on appelle de reclaim sur les spots, pour faire baisser ce taux de reclaim qui nous crée des problèmes en production. Je penserai à te poser la question enfin quand on parlera des avantages pour voir si c'est vrai ce taux de reclaim, mais allons progressivement dans le projet. Un chiffre qui date de reInvent cette année, donc enfin cette année 2025, reInvent, pendant une des keynotes, AWS a annoncé qu'il y avait plus de capacité ajoutée sur Graviton depuis 2-3 ans que de capacité ajoutée sur x64. Donc on rack plus de serveurs Graviton dans les data centers que x64. Alors je peux être très naïf, mais Graviton c'est quand même une architecture CPU. Vous utilisez d'une part des services managés, tu as dit Aurora, d'autre part du Ruby on Rails. Donc c'est quasiment un non-sujet. La migration sur Graviton, c'est une ligne à changer dans vos infrastructures as code. Je caricature très fort. Tester, redéployer, et voilà. Plus ou moins. C'est surtout une question de gestion de risque et de ne pas se planter quand on fait ça. Mais effectivement, sur le papier, on est en 2025, donc tous les logiciels qu'on utilise sont tous supposés être compilables ou tournés directement en ARM. Donc effectivement, sur le papier, c'est facile et il y a 0 risque. Et vous n'avez pas de code bas niveau, C++ qui utiliserait des feature sets spéciales de CPU? Il y en a un petit peu, évidemment qu'il y en a un petit peu, voilà. Surtout sur la partie crypto, oui, on a quelques librairies bas niveau. Mais, oui. Alors, quelle a été votre approche? Alors, donc, quand on fait ça, la première partie qu'il faut faire, c'est d'arriver à démarrer des nœuds dans le cluster EKS en Graviton. C'est-à-dire, je parle même pas du monolithe ou de Doctolib, commencez juste à démarrer les nœuds en Graviton. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que toutes les images Docker qu'on utilise sur ces nœuds-là, elles soient disponibles dans les 2 architectures. Donc, il nous faut une chaîne de CI et de build qui produisent des images dans les 2 architectures. Ouais, donc utiliser BuildX ou des trucs comme ça sur Docker pour créer du multi-architecture? Donc, les outils récents type BuildKit permettent effectivement de faire de la cross-compilation. Néanmoins, si vous faites ça, si par exemple vous faites Docker BuildX build en disant que vous voulez de l'ARM et de la MD64, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire ça en cross-compilation. C'est-à-dire qu'il va démarrer un émulateur QEMU pour ARM sur les machines MD64 pour faire ce que vous lui demandez dans l'architecture cible. Comme vous pouvez le deviner, pas top. Donc l'immense avantage, c'est que c'est déjà là, vous n'avez rien à changer sur vos chaînes de CI/CD. Le désavantage, c'est que niveau performance, ça peut être catastrophique. Et quand je dis catastrophique, il y a des trucs, typiquement, le plus gros problème qu'on a eu, c'est Logstash. Donc Logstash, il faut bien voir que c'est du Ruby qui tourne sur une JVM, donc sur du Java.
Donc ça, quand vous le faites tourner, quand vous le faites tourner dans du QEMU, les performances, elles sont juste dramatiques. J'imagine la quantité de couches d'abstraction et de virtualisation qu'il y a là-dessus. Ouais. Donc c'est la première question qu'il a fallu adresser, c'est-à-dire de compiler les 15 ou 20 images Docker dont on avait besoin pour faire tourner les nœuds ARM sur l'architecture. Donc, même si on savait que niveau perf, c'était pas top, on est quand même parti sur une approche en utilisant QEMU parce que c'est extrêmement simple et on peut faire ça entre guillemets quasiment gratuitement. Il suffit de changer la configuration du job et les images, elles sont là. Et donc, on n'a pas besoin de redéployer de pipeline de CI pour faire ça. Et l'alternative, c'est quoi? C'est créer un autre pipeline sur des machines natives Graviton et donc avoir un pipeline x64 et un pipeline Graviton? Exactement. Et donc, si vous voulez tout savoir, je suis précisément en train de faire ça aujourd'hui, donc un an et demi après la migration. Donc là, on est en train de faire cette partie-là parce qu'on commence à avoir des problèmes de performance, surtout sur la partie build du monolithe. Mais on a quand même tenu quasiment 6 à 8 mois avec la totalité de l'infra buildé donc pour les deux architectures sur du QEMU. Donc ça permet quand même d'aller très très loin à un coût de déploiement quasiment nul. Quand tu dis performance, c'est performance du CI/CD, hein, on est bien d'accord, pas les performances target en déploiement en prod. Oui, ça c'est bien une approche qui ressemble à ce boring architecture dont je parlais avant, très pragmatique, de dire allons-y, c'est le plus facile. On sait que c'est pas optimal, mais on optimisera après. C'est ce qu'on fait souvent dans l'immigration. Et a priori, ça a été votre choix aussi. Des surprises dans la mise en place de ce CI/CD et des premiers tests faits sur Graviton quand vous déployez en test? Ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste eu l'histoire de Logstash où effectivement c'était extrêmement lent, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Donc effectivement on passait de temps de Docker build de 3 minutes à 20 minutes, mais quand c'est des images quand c'est des images des daemon sets qui sont rebuildées une fois par semaine, on s'en fiche complètement. On n'est pas sur des applications. Voilà, donc non. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à déployer des nœuds ARM sur staging. Donc déjà vérifier qu'ils arrivaient à démarrer et à s'intégrer dans les clusters, et ensuite bouger un certain nombre de workloads, donc pas le monolithe, mais commencer à démarrer des pods en ARM avec de l'applicatif dedans, en dehors du monolithe. Et l'unité de migration, c'était le nœud ou l'application? Est-ce que vous avez tourné des clusters hybrides à certains moments aussi, avec certains nœuds en x64 et d'autres en Graviton? Ah, mais on est toujours en hybride aujourd'hui. Ouais, vous êtes toujours en hybride, d'accord. Donc vous ajoutez progressivement des nœuds Graviton sans remplacer nécessairement directement tous les x64. Alors, donc, à l'époque, on n'était pas sous Carpenter, donc c'est pour ça que les deux sujets se touchent. Hein, ouais. Donc, on n'était pas sur Carpenter, donc on n'avait que des nodes groupes. Donc, pour simplifier la migration, on a pris un certain nombre de nodes groupes qui avaient des applications assez isolées, qui étaient isolés pour des raisons fonctionnelles en général, et c'est ceux-là qu'on a migré d'abord, parce que ça nous permettait de migrer relativement peu d'applications en même temps. Donc on a commencé par migrer une petite application qui faisait des WebSockets, c'est celle-là qu'on a migré en premier. Ensuite, on a migré les Ingress Nginx, qui eux étaient sur des nœuds isolés, pour voir un peu comment ça se passait. Donc à chaque fois, on ajoutait un ou deux nœuds en ARM, on monitorait le trafic pour voir comment ça se passait, et on voyait si tout se comportait bien, si on n'avait pas de régression. Et donc, on switch progressivement le trafic des machines Intel vers les machines ARM. Donc pour ces workloads-là, aujourd'hui, elles sont 100% sur du Graviton. En production. En production. Hein. Donc ça dépend vraiment des workloads. Il y en a qui ont été migrés, d'autres qui n'ont pas été migrés parce que par manque de temps ou par manque de priorisation. D'accord, donc ce qui reste là, c'est pas parce que c'est pas possible de migrer, c'est juste que vous n'avez pas encore le temps de vous en occuper et vous y allez progressivement workload par workload. C'est ça. Il y a quelques applications où là, on sait qu'on n'aura jamais les images en ARM, donc celles-là, on sait qu'on ne les migrera pas. Mais globalement, en termes de taille d'infrastructure, c'est marginal. Hein. Aujourd'hui, ce qui n'est pas migrable sur du Graviton, c'est marginal. Et c'est pas migrable pour des raisons techniques. Enfin, ce sont des applications tierces que vous avez achetées ou acquises et vous n'avez pas le choix de choix. Enfin, c'est pas vous qui contrôlez ça, quoi. C'est ça. C'est le vendeur. Exactement. Et vous n'étiez pas les premiers à faire ça. D'autres clients AWS ont déjà fait ça. Est-ce que vous avez pu vous rassurer ou vous connecter à d'autres clients qui sont déjà passés par là avant de vous lancer? Oui, on avait eu des entretiens avec des boîtes qui avaient fait exactement la même chose, donc sur du Ruby on Rails aussi, qui nous avaient rassuré sur le fait que pour eux, ça avait été un non-sujet. Donc, c'est aussi ça qui nous a
rassurés sur le fait de pouvoir y aller. Il y a un autre sujet sur lequel en fait on n'a jamais pris de vraies décisions, c'est comment est-ce qu'on qualifie que ça marche en ARM si ça marche en Intel. C'est quand même une question intéressante. Comment est-ce que la workload qu'on migre, elle va marcher de la même façon? Donc, par exemple, vos batteries de tests, les tests unitaires, les tests d'intégration, j'aurais tendance à dire naïvement, mais si tu poses la question, non, c'est plus compliqué que ça. Pas tellement en fait. Si on prend tout ce qui est Nginx par exemple, là, j'avoue, on a la plupart du temps fait l'hypothèse que ça se comportait exactement de la même façon sur les deux architectures. Si ça marche, ça marche quoi. Voilà. Vous n'attendez pas à avoir un changement de comportement. Non, globalement, on n'a eu aucun problème sur cette question-là. On s'est jamais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se comportait de manière différente. Là où on était peut-être un peu inquiet, c'était sur les performances, de savoir si on avait des nœuds qui étaient en graviton, qui allaient plus vite ou moins vite que des nœuds Intel. En fait, si vous avez des nœuds qui ont des vitesses différentes, en termes de balancing de workload, ça peut faire que ça s'équilibre assez mal. Mais finalement, on n'a pas eu trop de problèmes parce que les workloads hors monolithe, elles sont soit d'un côté, soit de l'autre. Elles sont pas mixtes, en fait. Oui. Donc, il n'y a pas de problème d'équilibrage. Et dans les workloads au niveau du monolithe, on a déjà des systèmes d'équilibrage pour gérer la performance des machines. C'est-à-dire que le nombre de requêtes envoyées dépend de la performance de la machine. Et donc, comment vous avez validé que la nouvelle solution fonctionnait ? Alors, sur les parties infrastructure, on a testé, et on a vu qu'on n'avait pas de problème. Sur la partie monolithe, j'ai eu des longues discussions assez compliquées avec des gens qui n'étaient absolument pas confiants sur la question et qui me demandaient de passer la CI du monolithe sur Graviton. Ce qui est quelque chose qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on ne peut toujours pas le faire parce que sur la CI, il y a des dépendances qui ne sont absolument pas compilables en ARM sur lesquelles on n'a pas les sources et on ne peut pas le faire. Et donc, en fait, on n'a rien fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça tourne. Donc, 80% de la workload du monolithe tourne sur ARM en production, mais 100% de la CI est sur AMD. Et sur AMD, avec du cross-compilation, comme tu as expliqué avant. Avec du cross-compilation au niveau du build. Alors, il faut un peu pondérer ça par le fait que tous les développeurs, ils ont des Mac, et que les Mac, c'est des architectures ARM. Donc, l'application, elle marche déjà bien avec ARM, hein, donc c'est pas non plus quelque chose qui est complètement nouveau. Et en plus, on est en 2026 maintenant. Et donc, aujourd'hui, ARM est tel que tous les outils existent, que quasiment tous les outils existent. C'est important ce que tu dis, parce qu'on l'oublie souvent, la plupart des développeurs travaillent sur Mac, qui sont ARM aussi, et donc maintenant quand un Mac compile quelque chose, ou même fait une image Docker, c'est du code ARM qui est produit, et si ça marche là, ça marchera sur Graviton aussi. En tout cas, j'ai jamais entendu de grosses différences entre ARM et Graviton. Ah, je te vois, et vous ne voyez pas parce que vous nous écoutez en podcast audio, mais nous on se voit, je te vois faire un hochement de tête, non ? Alors, quand vous compilez des binaires, un binaire ARM Mac n'est absolument pas compatible avec ARM Linux. On est d'accord. Donc, si je prends l'exemple de la CI de Doctolib, un truc tout bête, on a besoin de Chrome, parce qu'on fait des tests end-to-end. Chrome n'est pas disponible en Linux ARM. Donc Chrome est évidemment disponible en Mac ARM, puisque tout le monde a ça sur son Mac, hein, mais Chrome n'est pas disponible en Linux ARM. Donc non, c'est pas si facile que ça. C'est pas aussi évident que ça. Non, c'est vrai, je devrais le savoir. Moi, je fais beaucoup de fonctions lambda en Swift, le langage d'Apple. C'est vrai, quand on compile sur le Mac, on peut pas juste déployer sur lambda parce que ça va exploser au démarrage. Il s'attend à avoir un binaire Linux et pas un binaire Mac. Il y a vos applications, mais il y a aussi les managed services. Tu as mentionné Aurora. Est-ce que vous avez aussi fait une migration des managed services, des bases de données vers Graviton ? Aujourd'hui, je crois que quasiment, sauf la base de données principale, mais tout doit être en Graviton, mais c'était complètement indépendant dans notre tête. C'est-à-dire que si AWS vend un service managé, que le service managé il soit en ARM ou en Graviton, c'est une question de prix et de performance. Par contre, au niveau fonctionnel, on n'a jamais eu de problème particulier là-dessus, quoi. Donc oui, on utilise les deux. On doit avoir les deux en production. Maintenant que vous y êtes en Graviton, quels sont les gains que vous observez ? Est-ce que la promesse de moindre coût pour le même niveau de performance, enfin de ratio coût-performance est atteinte ? Et est-ce que la promesse de reclaim, parce que je trouve pas d'autre mot en français pour le dire, des spot instances est là aussi ?
Alors, donc pour la première partie, qui est la partie sur le coût, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, si vous voulez des performances équivalentes, il faut faire plus 1 sur la génération des processeurs. Si vous avez de l'Intel en 6i, il faut prendre du 7G en Graviton pour avoir des performances à peu près équivalentes. Donc oui, vous gagnez toujours en coût, hein, c'est toujours moins cher, mais par contre le delta de coût, il est un peu moins important que prévu. Pour être honnête, moi, oui, je suis 100% convaincu qu'on fait beaucoup d'économies grâce à ça, mais on n'a jamais réussi à le chiffrer parce qu'en fait, c'est extrêmement variable. En fait, il y a des jours où on se retrouve en 80% Intel et des jours en 80% Graviton. Ça dépend complètement des jours et de ce que AWS nous fournit. Dans le peu de temps où on a été en Graviton sans Carpenter, on arrivait à peu près à mesurer ce que c'était beaucoup plus stable en termes de type d'instance qu'on avait, mais depuis qu'on est passé sur Carpenter, d'un jour à l'autre, ça change complètement. Donc c'est assez difficile à savoir. Et puis votre périmètre n'est pas le même non plus. La taille de Doctolib au moment où vous avez commencé la migration n'est peut-être pas la taille maintenant non plus, donc c'est difficile de comparer des choses identiques. Voilà. Mais néanmoins, si on prend le prix de toutes les machines qu'on paye en Graviton et qu'on fait plus de 20%, oui, effectivement, le coût, il est indéniable. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à mettre un chiffre sur ce truc-là. Sur ce gain, et AWS ne le vend pas en disant une baisse de coût, il dit une amélioration du ratio coût-performance, qui est un peu plus subtil, peut-être moins facile à mesurer également. Tu as mentionné Carpenter, on va y passer dans une seconde. Il y avait le deuxième volet de ma question, le reclaim, le taux de reprise d'instances spot. Alors ça, par contre, on peut le mesurer, et là, on a vu une amélioration extrêmement significative dessus. Donc oui, quand on a migré sur Graviton, le taux de reclaim a énormément baissé. Et donc là, la promesse a été tenue. Et donc on avait toujours des pics de reclaim. Par contre, on se faisait reclaim beaucoup moins de machines qu'en Intel. Et donc là, c'était très positif. Et vous êtes sur quelle région, juste pour savoir? Sur Paris? Francfort et Paris. Et Francfort. Ok, Francfort et Paris. Parce que ça peut dépendre d'une région à l'autre aussi, mais en tout cas, c'est une bonne leçon apprise, c'est que les instances spot ont l'air un peu plus disponibles en Graviton qu'en x64. Alors pour mener cette migration à bien, ou juste après la migration Graviton, vous avez fait une autre migration vers comment le définir, c'est pas un orchestrateur, vers Carpenter, qui est un autoscaler pour EKS. Est-ce que tu peux expliquer peut-être quelle est la vie d'autoscaling dans EKS sans Carpenter et quels sont les avantages de Carpenter? Donc, avant Carpenter, pour provisionner des nœuds, donc des machines dans un cluster EKS, il fallait utiliser les node groups avec un truc qui s'appelle cluster autoscaler. C'est-à-dire que vous ajoutez un node group, dans le node group, vous dites c'est des machines de type C7i.2x large, 4x large sur telle région, blablabla. Et après, vous avez le cluster autoscaler qui va tuner la taille de ce node group en fonction de la demande qu'il voit dans le cluster. Donc ça, c'est la version avec node group. On en avait 14 ou 15, je crois, en production. Pour nous, c'était une souffrance, parce que notamment les upgrades de cluster, quand il faut upgrade les node groups, c'est l'enfer. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué, extrêmement coûteux, qui nous prenait un temps infini. Upgrade de machine ou upgrade d'image sur la machine? Les deux. Le cluster, quand vous mettez à jour le cluster EKS, il faut upgrader le node group, donc toutes les machines dedans. Et ça, il faut les faire un par un, c'est extrêmement coûteux. Carpenter, ça fait la même chose, sauf qu'en fait, ça supprime la notion de node group. Et donc, Carpenter discute directement avec l'API EC2 pour provisionner les machines. Donc Carpenter est capable, par exemple, directement de voir qu'une machine doit être mise à jour et de la mettre à jour. L'autre chose que Carpenter est capable de faire, que Cluster Autoscaler ne peut pas, c'est de faire du bin packing, c'est-à-dire déplacer des pods qui tournent sur une machine pour en mettre plus sur la même machine pour pouvoir en enlever au bout. Et ça, pour nous, c'est game changer, parce que ça veut dire qu'il va être capable de compacter beaucoup plus le nombre de machines qu'on a, et donc on va avoir moins de machines pour faire tourner la même charge. Donc, du coup, on va payer moins cher. Et donc, ça coûte moins cher. Ouais. Mais Carpenter, c'était un framework, enfin un outil open source que vous devez déployer sur des instances EC2 vous-même et maintenir. C'est un outil open source qui, je crois, à la base a été créé par AWS.
a été créé par AWS, mais qui est aujourd'hui dans l'organisation Cube, parce que c'est pas que de l'AWS, je crois. Et donc oui, il faut le déployer à côté de Cluster Autoscaler, et donc il va manager une autre série de nœuds. Les nœuds sont soit Cluster Autoscaler, soit Carpenter, mais il va manager les nœuds comme ça. Et donc typiquement, oui, c'est ce que fait le control plane de KS avec les node groups, mais là c'est à vous de maintenir ces instances, de les déployer, de s'assurer qu'elles soient disponibles, qu'elles scale aussi. Vous avez combien de nœuds pour Carpenter lui-même? Carpenter lui-même, ça prend rien. C'est juste un démon qui s'occupe de provisionner les autres machines. Par contre, c'est lui qui fait tout. C'est vraiment le cerveau du démarrage des nœuds EKS. Et donc, le deuxième avantage de Carpenter, c'est qu'en fait, il est bien meilleur pour gérer l'arrêt des pods quand les spots sont supprimés par AWS. C'est-à-dire que Carpenter reçoit l'information que telle machine va être supprimée. Il va, déjà, dès qu'il reçoit l'information, il va provisionner une autre machine pour le remplacer et il va commencer à déplacer les pods. Donc, ce qui fait qu'en gestion des reclaims de spot, Carpenter est infiniment meilleur que Cluster Autoscaler. Et même en termes de vitesse, de scalabilité, c'est-à-dire vous créez 50 nouveaux pods qui ont besoin de machines, le temps de provisioning des machines avec Carpenter, c'est beaucoup plus rapide qu'avec Cluster Autoscaler. On me souffle dans l'oreillette que Carpenter reçoit ses notifications par SQS sur l'état de vie de Spot, et c'est comme ça qu'il est informé et reprend et prend ses décisions. Et donc c'est vraiment le cœur de l'engin. T'as dit le cerveau, moi je dis le moteur de la partie scaling de la gestion du cluster EKS. Vous avez un site de prod à faire tourner 24/24, 7 jours sur 7 sur plusieurs pays. Comment est-ce qu'on change le moteur d'un avion sans que les passagers s'en rendent compte? En fait, c'est pas très compliqué parce que les clusters Autoscaler et Carpenter cohabitent. Donc en fait, c'est exactement comme Graviton. On a toujours, donc aujourd'hui en production, on a des machines AMD et des machines ARM. Et on a toujours des machines qui sont sur cluster Autoscaler sur des anciens node group et 95-97% de la workload qui aujourd'hui est sur Carpenter. Et donc, c'est exactement comme pour Graviton, c'est-à-dire qu'on a commencé par des workloads un peu simples et on a migré progressivement des bouts d'infrastructure petit à petit de cluster Autoscaler à Carpenter. Et donc, pour essayer de me rendre compte de comment ça marche, vous installez Carpenter dans un pod ou sur une machine ou sur une EC2 directement, et à partir de là, vous dites à EKS, utilise Carpenter pour créer des ressources pour telle et telle application? C'est presque ça. Donc Carpenter tourne dans le cluster Kubernetes. Donc dans un pod. Voilà. Et quand vous créez une application, vous mettez des flags dessus, des node selectors qui sont vus pour dire à Carpenter, c'est toi qui dois provisionner des machines pour ça. Donc après, il y a toute une configuration pour Carpenter pour lui dire tel type de workload, il faut tel type de machine, tu me les provisionnes comme ça, blablabla, avec plein d'options de configuration. Sur le réseau, j'imagine que ça peut être assez complexe. Ouais. Sur les networks, sur les tailles de machines, sur les moments de maintenance, sur les politiques de compaction de workload. Il y a beaucoup de choses qu'on peut configurer, ou pas, si on en a besoin ou pas. Et ensuite, c'est le scheduler de Kubernetes qui délègue à Carpenter le fait de provisionner les ressources pour démarrer les ressources. Pour vous donner une idée, ça c'est assez récent, on a migré la plupart des workloads liés à Kafka sur des machines Carpenter. Sauf qu'en fait, le problème qu'on a eu, c'est que Carpenter voulait toujours nous faire du bin packing, c'est-à-dire compacter la workload pour diminuer le type de machine. Mais en fait, Kafka, non, on veut pas qu'il fasse ça. Il faut rebalancer tous les index. Voilà, oui. C'est ça. Et donc, on veut pas autant que Carpenter nous fasse du bin packing sur les machines qui servent le trafic web, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les workloads de Kafka, ça se passe beaucoup plus mal. Donc, on a configuré Carpenter pour lui dire, tu peux faire du bin packing, mais seulement entre 2h et 3h du matin. Donc, ce qui fait que toutes les nuits, il nous réoptimise le nombre de machines et il ne touche pas au nœud pendant la journée, donc tout va bien, on est très content. Et du coup, on peut profiter des avantages de Carpenter, c'est-à-dire quand même la mise à jour des machines. Oui, parce que
principal truc qui nous intéressait, c'était pour les mises à jour d'EKS. En fait, avec Carpenter, vous mettez à jour le control plane d'EKS, donc ça c'est un appel API et AWS fait tout ce qu'il faut. Et ensuite, Carpenter va voir que les machines sont outdated, c'est-à-dire qu'elles utilisent une version d'EKS qui n'est pas bonne, et il va programmer le recyclage des machines pour faire les mises à jour tout seul. Ce qui est quand même, pour nous, c'était la révolution par rapport à ce qu'on faisait avant. Et vous n'avez plus à le faire à la main. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, ces machines Kafka vont se mettre à jour tout doucement la nuit, entre 2h et 3h du matin, au fur et à mesure des besoins. Quoi. Et c'est vraiment une mise à jour des machines ou il les remplace, il crée une nouvelle avec la nouvelle version, il migre les pods? Ah non, il les remplace. Il remplace, ouais, c'est pas une mise à jour. Ouais. Non, c'est qu'il les recycle et il en crée des nouvelles avec la bonne version, oui, tout à fait. Et tout ça, c'est en infrastructure as code, Terraform, CloudFormation, ce qui vous permet de tester sur plusieurs environnements progressivement. Ouais. Oui. Et c'est un truc assez amusant, c'est qu'en fait, toute la configuration des nodes groupes, avant, elle était en Terraform, donc standard, puisque c'est de l'API AWS standard. Mm-hmm. Et du coup, la configuration des pools Carpenter, elle n'est pas en Terraform, c'est directement une ressource particulière dans Cube. Et donc, en fait, on a déplacé la configuration de l'infrastructure, donc des machines de Terraform à Kubernetes. Et c'est beaucoup plus simple à gérer, en fait, parce qu'on a beaucoup plus de choses au même endroit et c'est beaucoup plus simple à gérer. Vu de Cube, c'est une application comme les autres, qui tourne sur son cluster. Et donc, c'est un gros fichier YAML, je suppose. Voilà, c'est ça. Mais c'était amusant de voir qu'en fait, le fait que la configuration même du cluster se retrouve dans le cluster, en fait, en termes de gestion au quotidien, opérationnellement, c'était beaucoup plus simple. Pour les administrateurs Cube, parce qu'ils étaient dans un environnement, ils sont dans un environnement qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Je suppose que vous y êtes allé progressivement aussi avec des environnements de staging d'abord pour vérifier que la machine fonctionnait avant de déployer ça en prod. Tout à fait. Avec les problèmes habituels qui fait que le staging est à peu près 1/100 de la prod. Donc sur ce genre de choses, on a toujours des surprises en production. Néanmoins, on y allait très très progressivement sur le déploiement en production. Et ça s'est passé. Il y a eu un seul problème, si je me souviens bien. Alors justement, oui, c'est quoi les surprises en prod, les choses auxquelles les auditeurs, auditrices du podcast doivent faire attention si jamais ils se lancent dans la même aventure? Alors, il y a une différence qui a l'air de rien, mais en fait, ça change beaucoup de choses entre Cluster Autoscaler et Carpenter. C'est sur l'éviction des pods. En fait, quand une machine est supprimée avec Cluster Autoscaler, ça arrête la machine brutalement. Avec Carpenter, il va faire une éviction dans Kubernetes, ce qui fait que il est capable de respecter ce qu'on appelle le pod disruption budget pour garder un certain nombre de pods en ligne pendant qu'il fait les opérations. Mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut que toutes les applications aient un pod disruption budget de configuré. Mm-hmm. Avant la migration sur Carpenter, on en avait quasiment 0. Donc voilà. Donc pour faire cette migration sur Carpenter, un des gros trucs qu'on a dû faire, c'est mettre des pods de disruption budget partout pour que Carpenter les respecte quand il fait ses opérations. Parce que si vous ne mettez pas ça, Carpenter, il y va à la hache. Il considère qu'il peut tout enlever. C'est ça. Et puis là, il n'y a plus de pods. Ah bah oui, c'est Carpenter qui est en train de recycler les machines. Oui, alors non. Et un budget typique, c'est quoi? C'est 50%, 80%? Si tu vas me dire, ça dépend des applications. J'ai bien compris, c'est dire je veux garder X% de mes pods disponibles pendant une migration pour continuer à servir les requêtes des clients. Si votre application, il y a 1500 pods, pour être honnête, vous vous en fichez un peu parce que même si l'on enlève 100 sur 1500, ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, si votre application, il y a 3 pods et qu'il en enlève 2, là, par contre, là, c'est voilà. Donc, c'est surtout sur les applications qui sont petites où là, il faut vraiment configurer ça comme il faut pour qu'il en supprime, pour qu'il les fasse un par un, quoi. On parle de quelle échelle de temps pour ces deux migrations Graviton et Carpenter, en sachant, tu l'as dit, c'est pas complètement fini, il y a toujours des clusters hybrides pour le moment, mais on parle en semaines, en mois, en années? Alors, juste sur la partie hybride, donc c'est pas prévu qu'on aille plus loin. Enfin, sur la migration Graviton, oui, on va continuer à passer de la workload qui tourne encore sur Intel, on va la passer sur Graviton quand on peut, parce que ça nous permet de faire des économies. Par contre, on n'a pas prévu d'être 100% complètement Graviton.
Pourquoi? En fait, juste pour diminuer le risque en termes de supply, quoi. Il faut que la workload elle puisse continuer à tourner même s'il n'y a plus assez de gravitons et on ne veut pas prendre ce risque-là. Pour la partie Politique Carpenter, de diversification, comme vous le faites avec Intel aussi, mais là, à travers plusieurs architectures. Voilà. Pour la partie Carpenter, là par contre c'est prévu de migrer la quasi-totalité sur Carpenter. Il y a juste des trucs où, pour être honnête, on a un peu peur de les migrer quand c'est des applications qui sont très stateful, typiquement des bases de données ou des brokers et Kafka. Effectivement, les migrer sur Carpenter, où la probabilité pour que Carpenter décide de faire quelque chose dessus, c'est beaucoup plus fort. Là, il y a encore des débats là-dessus pour savoir si on doit le faire ou pas, ou si ce type d'application très stateful, on les laisse sur des vieux... sur des autoscaling groups comme on avait avant. Donc ça c'est encore discuté. Mais néanmoins, tout ce qui n'est pas stateful, oui, l'idée c'est de migrer la totalité des applications non stateful sur du Carpenter. C'est un problème qui doit être bien connu dans la communauté. Tu dis que Carpenter fait partie du CNCF maintenant, enfin de la communauté Cube. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des bases de données avec Carpenter. Comment ils adressent ce genre de problème typiquement? Donne ta langue au chat. Non, c'est qu'en fait, la question, c'est plus, est-ce que c'est une bonne idée de faire tourner des bases de données stateful Ne me lance pas là-dessus. Voilà. Carpenter ne fait que rajouter un peu de variabilité et de potentiels problèmes sur quelque chose qui est déjà extrêmement problématique. Donc pour moi, la question, c'est plus, est-ce que les workloads qui sont très statiques, très stateful, est-ce que c'est une bonne idée de les mettre dans Cube ou pas? Et là, je suis assez partagé. Voilà. Donc, parce que de toute manière, ces bases de données aujourd'hui qui sont dans Cube, Carpenter ou pas Carpenter, dès qu'on y touche, on a peur. On sait que la probabilité de problème elle est super haute déjà. Donc même avant Carpenter, c'est déjà pas une zone de l'infrastructure sur laquelle on est super serein. Donc Carpenter ne fait que rajouter un peu de variabilité au-dessus. Donc là, si ça ne tenait qu'à moi, c'est surtout certaines que je ne nommerai pas, je les sortirais directement de Cube pour les remettre sur des bonnes vieilles EC2. Parce que c'est, ou du RDS si c'est un moteur qui est supporté par RDS. Non, ça serait déjà sur RDS. Non, ça serait déjà sur RDS. Voilà, ça serait déjà sur RDS. Je suis en train de me poser la question, quelle base de données vous tournez pour que ça ne soit pas sur RDS? Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Tu disais, en préparant cet épisode, que Carpenter a vraiment changé les cartes pour Graviton. Pourquoi c'était un bon match de faire ça ensemble pour vous? Alors, en fait, ça s'est retrouvé ensemble juste parce que les deux projets, en termes de timeline, ont à peu près convergé. Hein. C'était absolument pas, les deux projets n'étaient pas du tout prévus ensemble. Ça s'est bien passé parce qu'en fait, quand on est passé sur Carpenter, on a surtout assisté à une diversification énorme du type de machine. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avant, on tournait sur la gamme de machines qu'on utilisait était assez faible. Donc, je sais pas, il y en avait 5-6, je crois, sur la workload principale. Avec Carpenter, on se retrouve littéralement avec tout et n'importe quoi comme type de machine. Et ça se passe plutôt très bien, quoi. Et donc, les deux ensemble, ça nous a permis de diversifier le pool de ressources de manière énorme. Et donc, ça se passe plutôt bien. Et en plus, ça allait dans le sens qu'on voulait, puisque le Carpenter est bien meilleur que Cluster Autoscaler sur la gestion des préemptions. Et donc, l'un et l'autre, ça nous a vraiment beaucoup aidé sur la stabilité de la production. Aujourd'hui, j'ai pas souvenir dans les 6 derniers mois qu'on ait eu des gros problèmes à cause de reclaim de spot. Alors qu'avant, ça nous arrivait régulièrement que AWS nous reprenne 200 instances d'un coup. Et là, le temps que ça reprovisionne, ça pouvait prendre. La plateforme, elle tremble parce que, il y a tout tous les autres pods, ils sont surchargés et donc c'est compliqué. Quoi. Et donc, c'est vrai que les deux vont très bien ensemble. Quelles sont les leçons apprises, les choses que tu aurais fait différemment, maintenant que vous y êtes, si tu devais te rencontrer toi il y a 2 ans, qu'est-ce que tu te dirais? On a quand même beaucoup stressé sur la compatibilité des applications sur Graviton, alors qu'en fait, au final, c'est un non-sujet. Donc, si j'avais su, j'y serais allé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, parce que, on a quand même pas perdu du temps, mais investi pas mal de temps sur cette question-là, alors qu'en fait, c'est un non-sujet. Et l'autre truc que j'aurais fait, c'est que la migration sur Carpenter, je l'aurais fait avant, surtout. Parce qu'en fait, d'abord Carpenter et puis Graviton. C'est surtout que je l'aurais fait 1 ou 2 ans avant, quoi. Et donc, en fait, on avait attendu de la faire parce que
la feature qui nous aidait beaucoup dans Carpenter, c'était la compaction de workload sur les spots. Et donc, dès qu'en fait cette fonction elle est arrivée dans Carpenter, c'est là qu'on a vraiment démarré la migration. Mais quand je vois comment ça nous aide rien que sur la gestion des spots, en fait, on a attendu 1 ou 2 ans en trop avant de faire cette migration. Et donc, on aurait dû faire cette migration sur Carpenter il y a 2 ans. Donc, si je devais me voir il y a 2 ans, je me dirais, tu fais la migration sur Carpenter et tu la fais maintenant. Voilà. Pas dans 2 ans. Pour pouvoir mieux dormir la nuit. Exactement. Moins d'alerte. Comment tu vois le futur? Alors, tu as dit, en termes de Graviton, vous n'allez pas aller à 100%. On a bien compris pourquoi. Il y a des dépendances qui ne sont pas migrables. En matière de Carpenter, on va continuer à migrer toutes les workloads qu'on peut sur Carpenter. Parce que ça marche beaucoup mieux. Alors après, comme modification là-dessus, après moi, là où je me pose plus de questions, alors c'est pas vraiment lié à Carpenter, mais un peu quand même, c'est comment est-ce qu'on pourrait réoptimiser la charge de travail en multi-région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser du spot dans une région, mais j'ai aussi de la charge qui, par exemple, c'est des jobs asynchrones. Que ces jobs asynchrones, ils tournent dans la région A ou dans la région B, bah en fait... moi, je m'en fiche un peu, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'ils tournent, et même s'ils sont un peu loin, en termes de latence réseau, c'est pas un problème. Donc, un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on travaille, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un espèce de Carpenter multi-région qui nous permet d'envoyer de la workload là où c'est le moins cher, en fonction du temps, quoi. Et ça, c'est un rêve. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. À mettre dans la roadmap de Carpenter. Sur le CI/CD, t'en as touché un mot. Vous êtes en train de migrer en natif sur Graviton. On est en train de migrer en natif sur Graviton. Alors un peu pour les mêmes raisons, pour diminuer les coûts, parce qu'en fait quand on passe sur Graviton, on fait moins 10%. Donc si on peut faire moins 10% sur la CI/CD, je pense que tout le monde prend. Voilà. Et donc du coup, comme on a donc nous on est sur GitHub Action, et donc l'enjeu c'était de mettre à disposition des runners GitHub Action sous Graviton. Et une fois qu'on en a, du coup, on peut faire les Docker builds en natif sur Graviton, et donc on peut builder des images multi-architecture directement en natif des deux côtés et ensuite les rassembler. Et vous récupérez le temps de build qui repasse de 20 minutes en multi-architecture à 2-3 minutes en natif. Donc ce sont des self-host runners, c'est ça? Ce sont des nœuds EC2 et vous tournez les runners GitHub dessus. Voilà, c'est ça. Et donc là, ils étaient tous en AMD. Et donc là, on est en train de migrer progressivement de la workload en Graviton. Je retiens tes 2 messages. Le mot de la fin, en quelque sorte, c'est allez-y, n'ayez pas peur de migrer vers Graviton. Dans l'immense majorité des cas, c'est pas un sujet de discussion, sauf peut-être sur l'allongement des temps de build Docker en multi-architecture. Et puis Carpenter qui vous simplifie la vie pour la gestion des nœuds EKS. Si vous commencez un cluster EKS aujourd'hui, regardez Carpenter dès le départ, on peut dire ça? Ah oui. Il faut y aller directement, il ne faut pas hésiter une seconde. Bertrand Paquet, tu es principal SRI chez Doctolib. Merci d'avoir répondu à mes questions avec tous ces détails et cette franchise et cette honnêteté aussi sur ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Je crois que c'est ça que les auditrices, les auditeurs du podcast aiment bien, c'est avoir des retours d'expérience qui sont balancés. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. On débriefera les annonces des 2 dernières semaines. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.